Bon, le luxe et le RSE est un sujet à la fois vaste et très prenant pour nous, puisque pour ceux qui ne nous connaissent pas très rapidement, François et moi, nous actons sur le marché français et l'Europe du Sud depuis de nombreuses années pour un groupe qui s'appelle Holmen. Vous avez cette première slide, mais je voudrais tout de suite démarrer avec quelque chose qui va vous intéresser. C'est que Higgesund, si on parle de RSE, à l'époque, ça s'appelait pas RSE ou CSA en anglais. Les Suédois ont déjà une longue expérience environnementale. On a été les premiers à sortir les premiers rapports environnementaux dès 1990, donc ça fait un bail. Et de plus social, ça c'est complété, c'est publié depuis plus de 30 ans par notre groupe. Alors, rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous appartenons à un groupe qui s'appelle Holmen et nous avons un actionnaire principal qui est Monsieur Frédéric Lundberg. Bon, les chiffres d'affaires, vous divisez tout par 10, c'est plus simple. Comme ça, vous aurez le chiffre en euros. Ce qu'il va falloir retenir un peu de notre présentation, c'est que nous sommes au tout départ des forestiers. Et cette forêt qui est derrière moi, c'est la base même du groupe avec plus d'1,3 million d'hectares, sur lequel on a 1 million d'hectares de forêt purement productive et un peu moins de 200 000 hectares de réserves naturelles. François reviendra quelques secondes aussi à ce sujet-là. Nous sommes un peu moins de 2500 personnes. Mais on va vite rentrer dans le vif du sujet comme ça tourne. Ce qui va vous intéresser ici avec notre sujet commun, c'est que Higgesund fait partie d'un groupe et avec deux parties premières, à savoir les matières premières forestiers. Nous plantons plus de 40 millions d'arbres par an. Nous avons une branche énergie un peu moins connue au sein du groupe, l'éolien, mais aussi nous avons de nombreux barrages en Suède produisant de l'électricité. Nous avons 25 barrages. Et ça, c'est ce que nous appelons au sein du groupe nos matières premières. Des matières premières vont décliner, là, bien sûr, de la forêt, la branche au centre Holmen Timber, qui est tout ce qui est bois d'œuvre, vos charpentes, mais aussi un peu plus récemment pour nous aussi, jusqu'aux produits totalement finis du type parquet sur lequel vous marchez. Les Suédois ont cette culture de longue date. Vous avez une autre branche qui s'appelle Holmen Papier, qui est historiquement dans le papier journal que nous avons. Évidemment, le marché a évolué, qui s'est transformé plutôt en papier magazine et maintenant sur des papiers plus techniques, du type sachet de croissanterie ou autre pour votre baguette. Et au centre, et c'est ce qui va vous intéresser, c'est Higgesund, Higgesund, Suède, du nom de la ville, au nord de Stockholm, à 300 km. Et nous avons au sein d'Higgesund, si François, tu passes à la slide suivante, nous avons au sein d'Higgesund deux marques que vous connaissez sur le marché du luxe de longue date, qui est l'Invercoat, on devrait dire les Invercoat, mais l'Invercoat est devenu générique, et Lincada. Voilà, bon, très rapidement, pour brosser un peu notre environnement, une chose aussi importante, tout le monde l'a cité, nous sommes aussi, les Suédois sont toujours un petit peu discrets, mais nous sommes aussi EcoVadis, Platinum sur nos deux usines depuis très longtemps. Et surtout maintenant, on va essayer de confronter un petit peu des idées sur une économie circulaire, une interdépendance de fibres. Aujourd'hui, on entend parler de fibres vierges, de fibres recyclées. Et François va développer, mais vous verrez, j'interviendrai aussi. N'hésitez pas à poser des questions. En tout cas, la présentation sera disponible. François, en piste? Merci Laurent. Donc en fait, le sujet du jour, fibre vierge, fibre recyclée, c'est un sujet qui peut paraître un petit peu paradoxal dans le monde du luxe, parce que c'est vrai que la fibre recyclée n'est pas forcément ce que l'on pense en premier lieu quand on parle de luxe, mais en fait, il y a de plus en plus de marques qui réfléchissent justement à utiliser du carton recyclé, et on va voir en fait quelles sont les différences d'un point de vue environnemental et aussi d'un point de vue fonctionnel de ces deux types de produits. Donc, de quoi on parle? Quand on parle de carton fibre vierge ou de carton recyclé, dans le fibre vierge, vous avez deux gammes de produits. Vous avez les cartons pure cellulose, qui sont fabriqués qu'avec la cellulose du bois, et vous avez les cartons dits intérieur bois, où là, on va utiliser l'ensemble des constituants du bois,
dont la lignine. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, ce n'est pas le but, mais que vous ayez quand même une vue globale du type de carton dont on parle, et par rapport aux recyclés qui, eux, vont contenir des matières qui ont déjà soit subi une utilisation sur le marché, c'est ce qu'on appelle le post-consommation, ou du pré-consommation, des fibres qui sont recyclées mais qui n'ont pas été utilisées, qui n'ont pas été imprimées, par exemple, hein, comme des cassets de production. Alors, il faut savoir que dans le carton recyclé, il n'y a pas de normes qui indique un certain pourcentage. Hein. Tout le monde peut faire un petit peu ce qu'il veut. D'ailleurs, on a vu ces dernières années des producteurs, sous des prétextes marketing, dire qu'ils faisaient des cartons recyclés avec seulement 10% de matière recyclée à l'intérieur. Hein. Donc, quand on parle de carton recyclé, il faut bien regarder ce à quoi on a affaire, parce que, évidemment, les caractéristiques vont être extrêmement différentes d'un carton à un autre en fonction de son taux de fibres recyclées. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en Europe, sur le slide actuel, j'espère que vous voyez défiler, les taux de recyclage des différents matériaux, les papiers cartons sont les matériaux les plus recyclés en Europe. Hein, 85% aujourd'hui, alors ça diffère d'un pays à un autre, hein, mais la marge de progression est beaucoup plus faible que pour les plastiques, par exemple, où on est seulement à une quarantaine de pourcents. On aurait pu penser que les métaux ou le verre étaient plus recyclés que les papiers cartons, mais ce n'est pas le cas. Hein. Donc, il y a quand même aujourd'hui beaucoup d'efforts qui sont faits sur le recyclage de la fibre. Alors, cette fibre, comme disait Laurent, ces fibres recyclées et vierges font partie d'une économie circulaire. C'est très intéressant parce qu'on va partir de la forêt, le point numéro 1, hein, donc des forêts qui sont gérées. Ensuite, à partir des forêts, on va utiliser deux types de bois. On va utiliser le bois qui arrive à maturité, lorsque les arbres sont adultes, et là, on va les utiliser dans les scieries. Et on va aussi utiliser ce qu'on appelle les bois d'éclaircie, qui, eux, ne seraient pas utilisés s'il n'y avait pas la pâte à papier. La pâte à papier va utiliser, en fait, les déchets de la forêt. Ce sont des bois qui ne sont pas suffisamment nobles, qui ne sont pas suffisamment beaux, pour être utilisé pour la scierie. En général, on va planter relativement serré quand on replante des forêts, et au fur et à mesure de la croissance de la forêt, eh bien, on va éclaircir les arbres pour garder les plus beaux pour la scierie. L'intérêt ici, quand on est intégré, par exemple comme Hyggesund Paperboard est complètement intégré de la graine jusqu'au produit fini, c'est qu'on va pouvoir utiliser complètement la forêt, hein, avec tout ce qu'elle nous procure, à la fois au niveau de la scierie, mais au niveau de la pâte à papier. Et comme par exemple à Hyggesund, on a une scierie sur le même site de production que la pâte à papier et que le carton. Donc ça permet d'avoir des échanges de matière sans avoir beaucoup de transport. Ça c'est important, on reviendra sur les transports qui nécessitent souvent beaucoup d'énergie, on n'en parle pas beaucoup, hein. Mais également tout ce qui concerne l'énergie, puisqu'on va pouvoir aussi échanger de l'énergie entre ce dont a besoin la scierie, par exemple, et la fabrication de la pâte à papier. Ensuite, une fois que l'on a récupéré ces bois, on va faire donc du bois d'œuvre, hein, bois de charpente, etc. On va faire de la pâte à papier, on va faire du papier, du carton. Hein, et puis ensuite, les produits vont être utilisés sur le marché et vont pouvoir être recyclés. Alors, il faut avoir à l'esprit que la fibre ne peut pas être recyclée indéfiniment, contrairement par exemple au verre ou aux métaux, où on peut les recycler indéfiniment. Hein. Le problème de la fibre, c'est qu'au bout de 5-6 cycles de récupération, vous n'avez plus du tout de fibre. Ce qui est important quand on fait un papier ou un carton, c'est la longueur de la fibre d'origine, hein, la fibre de cellulose. Et cette longueur de fibre, elle va être malheureusement fragmentée par les processus de récupération, hein, de recyclage, qui sont des processus à la fois mécaniques, thermiques, chimiques. Et donc, on est constamment obligé d'apporter de la fibre neuve, de la fibre vierge, dans le processus de recyclage. C'est pour ça que ce sont des matières qui sont complètement interdépendantes. Et donc, si on arrête de produire de la fibre vierge, eh bien, on n'aura plus de fibre recyclée au bout de quelques mois. Hein. Et à l'inverse, si on cherche à produire trop de fibres recyclées, eh bien, on n'aura plus suffisamment de matière pour alimenter cette filière. Donc, il faut faire attention à garder un équilibre dans cette économie circulaire pour que ça continue à fonctionner correctement. Ça, c'est très important, hein, de faire attention à l'usage qu'on fait de chacune des matières. Hein. Parfois, d'ailleurs, quand il y a un déséquilibre, quand on n'a pas suffisamment de fibres, par exemple en Europe,
à récupérer. C'est le cas quand il y a des crises économiques, quand le marché malheureusement ne génère pas suffisamment de déchets fibreux. On est obligé souvent d'importer de la fibre sur des longues distances depuis des pays un peu exotiques. Alors ensuite, cette fibre recyclée, une fois qu'on n'arrive plus à la recycler, elle a encore vocation à être utilisée parce qu'on va pouvoir la brûler et on va pouvoir créer une énergie non fossile grâce à ces fibres qui contiennent des pouvoirs calorifiques très élevés. Et le carbone qui est émis à ce moment-là va être absorbé par les forêts en croissance. Donc c'est une économie complètement circulaire, donc c'est un cercle extrêmement vertueux. Alors, par rapport à la matière première, donc, comme je l'expliquais avant, l'intérêt de la forêt, c'est de donner des matériaux qui vont être utilisés à la fois pour faire du bois d'œuvre, mais également pour faire du papier ou du carton. Donc ça permet en fait d'avoir ces deux filières qui sont parallèles, qui peuvent être intégrées. Dans le cas d'Icus Paperboard, on a cette intégration des procédés. Ça permet d'utiliser complètement le bois. Donc, pour faire de la pâte à papier, on ne va pas utiliser la forêt en telle quelle, mais on va utiliser en fait tout simplement les déchets de la forêt. Ça, c'est très important à avoir à l'esprit, c'est que la papeterie n'utilise pas les arbres qui sont nobles et qui vont en fait être utilisés pour l'ameublement ou la construction. Sur le slide suivant, c'est important de voir… Oui. François, une question à 2 francs, mais désolé Olaf, mais pourquoi il y a toujours cette réputation du papier qui est négative auprès du consommateur? On le voit au pied des emails. N'imprimez pas cet email pour sauver les arbres. On a peut-être quelque chose tous à faire. Il faut peut-être qu'on mette un autre message au bas de nos emails alors. Bien sûr, il y a une désinformation depuis des décennies sur ce sujet-là. Alors, cette désinformation, elle est aussi partie un petit peu de quelque part, c'est-à-dire qu'on a confondu aussi les problèmes de déforestation dans des pays qui coupent les forêts qui n'ont rien à voir avec la papeterie. Toutes les forêts d'Amazonie, la déforestation de l'Amazonie n'a rien à voir avec la papeterie. Pour l'agriculture. Exactement, pour l'agriculture. En plus, ce sont souvent des forêts de bois exotiques qui ne sont pas du tout intéressants pour faire du papier ou du carton. Donc, c'est vrai que c'est parti de là un petit peu. Et puis, eh bien, on a beaucoup de mal à enlever de l'esprit des gens, effectivement, cette contre-vérité qui dit que l'affectif se mêle à ça. Je veux dire par là que même couper un arbre, on a encore ces réflexions-là. Oh là là, on coupe des arbres, etc. C'est quelque chose de très très sensible. Moi, le premier, il a fallu que je fasse tomber 2 arbres chez moi. Bon, ben, je me suis posé quand même la question. Je crois qu'il faut revenir. Alors, la réputation, elle n'est pas aussi négative. Elle est en train de changer. Si on pouvait se payer des grosses communications, mais il faut reconnaître qu'en France, par exemple, la Copacel communique énormément là-dessus. Vous avez aussi l'ECMA, un certain nombre d'organismes pour amener et tuer les contre-vérités que l'on a au quotidien. Mais on a encore beaucoup de boulot, oui, c'est clair. Par contre, le carton a le vent en poupe. Allez. Alors, je dirais même plus, il faut couper des arbres, et je vais aller même encore plus loin. François. Il faut couper des arbres pour être vertueux pour l'environnement, parce que ce que peu de gens savent également, c'est que les forêts en croissance vont absorber beaucoup plus de CO2. Si vous laissez une forêt laissée à l'abandon sans la gérer, cette forêt, eh bien, c'est un petit peu comme l'être humain. Quand les arbres vieillissent et en fait meurent, eh bien, ils ne génèrent plus du tout de CO2. Au contraire, ils n'absorbent plus de CO2, pardon. Au contraire, ils vont générer du CO2. Donc ça, c'est important si on veut capitaliser sur l'effet d'absorption du CO2, et c'est aussi ça le grand enjeu climatique aujourd'hui, c'est ces fameuses émissions de CO2 fossiles. Si on veut que les forêts jouent ce rôle d'absorption, eh bien, il faut le dire, il faut les couper et il faut les reboiser. Ça, c'est très important. Bon, en plus de ça, on ne peut pas recycler plus de 5 fois les fibres de cellulose, donc on a besoin de nouvelles fibres. Et le carton recyclé donc, est totalement dépendant de cet apport de fibres vierges de qualité. Ça, c'est important d'avoir des fibres vierges qui soient de qualité. Alors pour ça, c'est vrai que les pays nordiques ont un gros atout parce que
la croissance faible des forêts apporte une qualité que l'on n'a pas au sud. C'est-à-dire que quand vous avez une croissance plus faible, vous avez en fait une densité de bois qui est plus élevée, et vous avez des caractéristiques mécaniques, que ce soit d'ailleurs pour le bois de construction ou pour la pâte à papier, vous avez des caractéristiques qui sont supérieures. Alors, quand on parle de recyclage, j'ai fait ce petit slide parce que c'est vrai que souvent on ne pense pas que même quand on fait un carton à base de fibres vierges, on participe au recyclage parce que on recycle aussi, nous, des déchets internes. Alors, ce ne sont pas des déchets post-consommation, évidemment, ce ne sont pas des produits qui ont été déjà sur le marché, mais on peut considérer que ces fameux cassés de production, c'est-à-dire ce sont des productions de carton qui ne sont pas vendables, puisque quand on fait des cycles de production, on a toujours un temps d'adaptation de la machine pour obtenir les caractéristiques souhaitées par rapport aux fiches techniques du produit qu'on fabrique. Et donc, tout ce carton qui n'est pas vendable, eh bien, il est réutilisé en interne et ça rentre dans un certain pourcentage fixé à l'avance dans la composition du produit. Donc, on peut considérer que c'est un pourcentage de fibres recyclées dans le produit final. Sur le slide suivant, on va parler de la traçabilité. Quand on parle de fibres vierges, bon, certains présentateurs avant ont parlé des FSC, notamment, ou PEFC, donc qui donnent une traçabilité complète de l'origine des bois, par exemple. Donc, pour la fibre vierge, on a une parfaite traçabilité. Pour la fibre recyclée, quand on parle de fibre post-consommation, on n'a aucune traçabilité. Et là, c'est important parce que dans l'esprit des gens, souvent, malheureusement, FSC a entretenu le flou là-dessus. Quand FSC a développé une certification FSC recyclée, ça n'a absolument rien à voir avec la traçabilité du bois à l'origine. FSC recyclé, ça veut dire que le carton est composé à 100% de fibres recyclées avec un minimum de 70% de fibres post-consommation. Là, on est dans la construction du carton, on n'est plus du tout dans la traçabilité des fibres. Il faut savoir que les fibres, une fois qu'elles ont été recyclées sur le marché, il est absolument impossible d'en connaître l'origine. Ensuite, vous avez les sources d'énergie. Et là, c'est très important parce que c'est vraiment le nerf de la guerre. L'énergie, il faut savoir qu'en papeterie, que ce soit pour des cartons fibres vierges ou recyclés, on a besoin d'énormément d'énergie, que ce soit de l'énergie en forme de chaleur ou énergie électrique. Le problème du carton recyclé, c'est que dans tous les cas, on va utiliser de l'énergie fossile, qui est d'origine soit du charbon, du pétrole ou du gaz, alors que quand on fait un carton fibre vierge, on a la possibilité, dans de nombreux cas, c'est le cas d'Igesund, où tous nos cartons sont fabriqués à partir de bioénergie, que ce soit des déchets de bois ou que ce soit de la récupération des écorces, que ce soit la récupération des sous-produits. Quand on fait de la cellulose, par exemple, on utilise seulement 40% du bois, le reste est utilisé à condition d'avoir les bons procédés, évidemment. On peut être complètement autosuffisant en énergie d'origine végétale. Donc ça, c'est très intéressant parce que quand on parle aujourd'hui d'émissions de CO2, c'est là que ça fait toute la différence. Dès l'instant où vous allez utiliser de l'énergie fossile, eh bien, vos émissions de CO2 vont énormément être impactées puisque la combustion d'une tonne de pétrole va émettre plus de 1000 kg de CO2 par tonne de produit. Donc, c'est très, très important. Là, on va avoir des différences fondamentales. Quand on fait également du carton recyclé, on a aussi intrinsèquement besoin de plus d'énergie parce que le carton va être globalement plus lourd. Comme on a des fibres qui sont moins résistantes, qui donnent moins de rigidité, on a besoin d'en mettre plus pour compenser ces différences de caractéristiques mécaniques. Et donc, globalement, les cartons vont être plus lourds, donc plus d'énergie pour les sécher. Alors, concernant ce sujet de l'énergie, je vous encourage à regarder cette étude qui a été publiée très récemment, l'année dernière, par un journal scientifique allemand, Nature Sustainability, qui a fait une étude sur le recyclage et qui pointe du doigt le problème à terme du recyclage du papier qui pourrait contribuer à augmenter les émissions de CO2. Donc là, on a une contradiction, si vous voulez, qui est un petit peu embêtante,
par rapport à la notoriété du recyclage qui aurait un impact positif sur l'environnement. Alors, c'est toujours vertueux de recycler, mais attention, parce que si l'industrie du recyclage ne trouve pas des solutions pour utiliser des énergies non fossiles, hein, ce qui est quand même le cas actuellement, ce sont essentiellement des énergies fossiles, eh bien, le recyclage du papier ne va pas aller dans le bon sens. Donc ça, c'est très important. Je vous ai mis dans la présentation, vous aurez une copie, le lien Internet qui a repris cette étude scientifique dans un journal français, donc qui était publié en français. C'est canadien. Au niveau de... Un autre sujet par rapport aux différences entre la fibre vierge et la fibre recyclée, c'est la logistique et c'est le prix. Au niveau logistique, la difficulté du recyclé, c'est que vous pouvez parfois avoir des distances de transport de la matière première qui sont très très longues. Bon, je disais tout à l'heure, ça dépend beaucoup de la disponibilité de la fibre, mais souvent on est obligé, quand on manque de fibre, eh bien, de faire appel à de la fibre sur des très longues distances. J'ai un cas, par exemple, au sein du groupe Holmen, il y a quelques années, on avait un site de production de papier journal à Madrid, quand on a eu la crise économique, hein, il y a une dizaine d'années, il n'y avait plus suffisamment de viviers d'emballage ou de récupération de matériaux fibreux en Espagne. Et du coup, on était obligé d'importer de la fibre du nord de l'Angleterre. Donc, vous imaginez un petit peu le paradoxe, hein, importer sur des longues distances par la route des matériaux du nord de l'Angleterre vers le sud de l'Espagne. Et la fluctuation des prix est aussi relative par rapport à la disponibilité de la fibre. La disponibilité de la fibre vierge est relativement stable, alors que la fibre recyclée, elle, en fonction des demandes, elle est beaucoup moins stable et donc les prix ont tendance à fluctuer beaucoup plus. Alors aussi une contradiction par rapport aux enjeux environnementaux, c'est le poids qui est transporté. Parce qu'on va le voir dans quelques instants, par rapport notamment aux rigidités, on a jusqu'à 30% en plus pour une rigidité équivalente de poids nécessaire sur les cartons recyclés. Donc, quand on veut alléger des emballages, eh bien, on ne peut pas aller vers de l'utilisation de recyclés parce que ça va à l'encontre du but qui est recherché. Quand on parle environnement, on parle aussi de tout ce qui est rejet dans l'eau et en décharge. Donc l'eau, c'est pareil quand on fait de la fibre vierge ou du recyclé, on a besoin de beaucoup d'eau. Donc on a besoin d'une eau de process qui va chercher à véhiculer ces fibres. Et donc cette eau, elle est prélevée à la surface des rivières ou des lacs et elle est largement recirculée. De plus en plus, les sites papetiers donc, font recirculer, recyclent l'eau de process. Et ensuite, cette eau, elle est traitée et une infime partie est perdue dans le process. Et une fois qu'elle est traitée, elle est rejetée, soit, par exemple, pour nous, c'est dans la mer Baltique. Alors, savoir quand on rejette l'eau dans la mer Baltique, elle est beaucoup plus propre que la mer Baltique elle-même. Alors, c'est marrant parce que, si vous voulez, les pêcheurs viennent pêcher le saumon aux portes de l'usine parce que les saumons viennent se reproduire là où les eaux sont les plus propres. Quand vous faites de la fibre recyclée, malheureusement, il subsiste encore beaucoup d'impuretés dans l'eau. Vous avez notamment beaucoup plus de métaux lourds. Quand on fait des analyses de cartons recyclés fibre vierge, les cartons recyclés contiennent beaucoup plus de métaux lourds. Et puis, vous avez également les bouts de désancrage, qui sont des déchets ultimes quand on désancre les fibres, qui sont, elles, mises en décharge. Au niveau de la pureté et de l'hygiène, là aussi, quand on fait des analyses bactériologiques, on a des différences qui sont très importantes au niveau des niveaux bactériologiques et également au niveau des contacts alimentaires. Il y a quelques années encore, c'est très récent, personne ne pensait qu'il pouvait y avoir notamment des migrations de produits dangereux d'un carton recyclé vers des produits secs. Les produits secs, par exemple les pâtes, le riz, tous ces produits-là qui ont été pendant des décennies emballés en contact direct avec des cartons recyclés. Et puis il y a quelques années, un laboratoire suisse a mis en évidence qu'il y avait des migrations des huiles minérales. Et donc, du coup, les sociétés ont dû se remettre en question et trouver des parades avec des barrières adéquates
pour éviter cette migration des huiles minérales avec les cartons recyclés. Tout à l'heure, je parlais des différences donc, de caractéristiques mécaniques entre les cartons recyclés et les cartons fibres vierges. Donc là, je vous montre un tableau qui compare l'Invercote. Alors l'Invercote, c'est un carton pur cellulose, ce n'est pas le plus rigide des cartons. Les cartons les plus rigides sur le marché, ce sont ceux qui contiennent beaucoup de pâtes dites mécaniques, donc pas uniquement de la cellulose. Donc même en prenant un Invercote qui n'est pas le carton le plus rigide, vous voyez qu'en fonction des différents types de cartons recyclés qui peuvent exister sur le marché, là on a pris 4 exemples différents en fonction de leur qualité. Un carton recyclé très qualitatif suédois jusqu'à un carton chinois, vous voyez qu'on peut aller jusqu'à la moitié en termes de rigidité. Donc les différences sont très très importantes. Donc vous voyez qu'il faut augmenter énormément le poids pour pouvoir compenser ces manques de caractéristiques. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a toujours besoin d'augmenter, parce que bien sûr, c'est là où je reviens sur la fonctionnalité d'un emballage. Il y a beaucoup d'applications qui ne nécessitent pas forcément des caractéristiques de rigidité, comme le nécessitent certaines applications d'emballage. Quand vous faites par exemple une boîte à chaussures agrafée aux 4 coins, les caractéristiques mécaniques, évidemment, n'ont rien à voir avec celles d'un étui pharmaceutique qui est conditionné automatique. Vous voyez, donc les exigences vont être très différentes. Donc c'est pour ça que certains secteurs sont plus utilisateurs de recyclés et d'autres secteurs, et je reviens au luxe, évidemment, qui par essence même est moins utilisateur traditionnellement de recyclés de par les différences de caractéristiques. Une autre caractéristique aussi très différente, c'est la résistance. Bon, là, vous avez typiquement un emballage de luxe, où vous avez par exemple des impressions au niveau des arêtes, au niveau des plis. Là, il est clair que si vous prenez un carton recyclé, vous allez avouer vos limites et vous allez automatiquement avoir ce qu'on appelle de la casse au pli. Vous n'allez pas suffisamment avoir de résistance. Donc là, même sans parler de contraintes, je dirais, sans parler d'environnement, mais en parlant uniquement de la fonctionnalité, vous êtes obligé de choisir un carton par rapport à un autre. Donc, au niveau de la fibre vierge, vous avez tout un tas d'avantages qui ont fait leurs preuves dans l'industrie du luxe depuis des décennies. C'est la créativité. Les intervenants précédents ont beaucoup parlé évidemment de la créativité, mais quelqu'un a dit oui, avant on faisait que la créativité, l'esthétique, et on ne se souciait pas de l'environnement, etc. Mais aujourd'hui, on se soucie plus de l'environnement. Mais personnellement, je pense qu'on peut faire les deux. On peut continuer à avoir de la créativité, un impact visuel en linéaire, une promotion de son image de marque, une bonne protection des produits, une bonne machinabilité sur les lignes de conditionnement, ça c'est très important, parce qu'avec le recyclé, vous avez des moins bonnes machinabilités du fait des tolérances de fabrication qui sont différentes, avec une variabilité de la qualité. Mais vous pouvez également avoir des excellentes performances environnementales, à condition évidemment de choisir votre carton. Donc, je voudrais, moi, enlever ici, si vous voulez, cette idée reçue que seul le carton recyclé pourrait être éco-friendly, et non, pas du tout. Et même au contraire, dans certains cas, le carton recyclé peut être moins, je dirais, performant sur un plan environnemental que certains produits à base de fibres vierges. Donc, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, si vous voulez. Vous pouvez avoir toutes les caractéristiques nécessaires pour faire de très beaux emballages dans le secteur du luxe avec une belle valeur ajoutée, tout en étant très performant sur un plan environnemental et sociétal. Donc, en conclusion, mon dernier slide, c'est ne pas opposer ces fibres parce qu'il faut les utiliser à bon escient. Il y a des tas d'applications qui conviennent très bien au recyclé et des applications qui conviennent parfaitement à l'emballage de luxe, par exemple, avec des fibres vierges. Il faut avoir à l'esprit qu'il faut garder cet équilibre entre fibres vierges et fibres recyclées, parce que sinon, dans un sens comme dans l'autre, on ne pourra pas satisfaire la demande qui existe sur le marché. Que contrairement à certaines idées reçues, les supports recyclés ne sont pas toujours les meilleurs pour l'environnement, avec tout ce que je vous ai raconté avant, et que l'impact sur le climat le plus important aujourd'hui, c'est quand même
l'impact sur l'énergie, l'impact CO2. Si on veut vraiment diminuer les émissions de CO2, il faut obligatoirement passer par une production d'énergie différente. Et surtout quand on parle de fabrication de papier, un site de production, un gros site de production de papier ou de carton consomme l'équivalent d'une ville de 20 à 25 000 habitants. Donc c'est quand même très très important au niveau de la consommation énergétique. Donc là, l'impact d'utiliser une énergie non fossile est majeur. Et donc les cartons à base de fibres vierges sont aussi très éco-friendly, à condition aussi de bien les choisir. Voilà, bah écoutez, je vous remercie pour votre attention et je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Oui, il y a des questions, François. Il y a eu un certain nombre de questions qui ont été posées. Il y en a une qui est intéressante. Je ne sais pas, je vois que des initiales. Donc, est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'avoir un mix équitable, fibre vierge, fibre recyclée, François, pour trouver une balance entre les deux? Alors, encore une fois, pourquoi pas? Mais là, c'est un petit peu ménager la chèvre et le chou. Je dirais que c'est un petit peu trouver des excuses environnementales parce que on ne fabrique pas une fibre vierge dans les meilleures conditions. Je dirais que pourquoi pas dès l'instant où la fibre recyclée elle-même est environnementale, parce que bon, il faut voir, même si on met que 10% de fibre recyclée, d'où vient cette fibre? Comment elle a été produite, avec quelle énergie. Même si vous mettez un petit peu de fibre recyclée en mélangeant avec de la fibre vierge, vous risquez d'augmenter considérablement votre impact carbone. Ça, c'est le gros problème aujourd'hui. Il y avait aussi une remarque, notamment sur le recyclé, qu'a priori, il faudrait quand même que leur technologie évolue. Oui, moi, ça, je peux y répondre au regard de l'énergie fossile. C'est des choses qui doivent être prises en compte. Il y a un autre élément aussi, une question qui a été posée, François, au regard des boues. On ne peut pas utiliser les boues pour faire du biogaz? Je ne comprends pas. Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste et je ne pourrais pas vous répondre là-dessus. Peut-être que ça existe, peut-être que ça n'existe pas. Je ne sais, honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais pour revenir à l'énergie, c'est compliqué. Oui. Si vous voulez, ce qui est important, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que la localisation des sites de production de pâtes fibres vierges et la localisation des sites qui font du recyclage est totalement différente. C'est-à-dire que nous, nos usines, elles sont implantées à côté de nos forêts. Donc, nous avons une distance au niveau des matières premières qui est très, très faible, de l'ordre de 30-40 km maximum. Les usines qui font du recyclage, elles doivent obligatoirement être localisées dans des régions très industrielles pour avoir un vivier de matières premières très important si on veut raccourcir cette distance. Et là, malheureusement, si vous voulez produire de l'énergie en grande quantité d'origine non fossile, c'est très, très compliqué. Vous imaginez, si vous voulez faire ça avec des panneaux solaires ou avec de l'éolien, les quantités d'énergie sont tellement importantes que c'est très compliqué d'arriver à faire ça. Et alors, j'espère que les usines qui font du recyclé réfléchissent à ça, mais je ne pense pas qu'on puisse avoir une réponse rapide à ce sujet-là.